Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique d'Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. On va parler retraite dans un instant, mais avant ça, tout de même, l'hommage aux 13 soldats morts au Mali. Alors, hier, votre parti, la France Insoumise, a voulu lancer un débat sur notre présence française au Sahel. Est-ce que ce n'était pas quand même un peu indécent aussitôt, alors que les hommes viennent de perdre la vie, tout juste de perdre la vie? Pas de mauvaise polémique. D'ailleurs, si vous regardez ce que nous avons fait hier à l'Assemblée nationale, c'est d'abord exprimer la vive émotion qui est la nôtre, après que la France ait perdu 13 de ses soldats dans des conditions atroces, de rendre effectivement hommage à toutes celles et ceux qui s'engagent pour respecter y compris des décisions qui sont politiques. Le Premier ministre a rappelé hier que l'implication de la France et de ses forces armées à travers le monde, ce sont des décisions politiques d'abord et avant tout. Et on voit ces femmes et ces hommes qui s'engagent parfois jusqu'au sacrifice ultime. Une pensée aussi pour ces 13 familles endeuillées, et c'est d'abord ce que nous avons fait. Pour autant, et sans vouloir... Des jeunes de 28, 30 ans à 35 ans, à votre âge. Évidemment, et c'est terrible. Et c'est donc une vive émotion qui s'est exprimée hier à l'Assemblée nationale, et je crois que tout le pays est en deuil, et que la France tout entière est extrêmement reconnaissante envers ces femmes et ces hommes qui s'engagent. Maintenant, et sans faire de basses polémiques, parce que c'est pas du tout l'intention, je crois que l'intervention française au Mali, elle est, depuis le début d'ailleurs, discutable. Je crois qu'elle est discutée. Je crois que beaucoup de nos compatriotes se posent effectivement la question de son efficacité. Je crois aussi d'ailleurs que les Maliens eux-mêmes mettent en cause finalement l'efficacité de cette opération. Ça fait 6 ans maintenant que la France est engagée sur place. Et malheureusement, la situation qui avait justifié, selon le président qui a pris cette décision, notre intervention, ne s'est pas améliorée, elle s'est même empirée. Au Mali, vous savez, il y a beaucoup de... Ça pourrait peut-être être encore pire s'il n'y avait pas eu ces interventions. C'est ce que disent certains spécialistes. En tout cas, vous conviendrez avec moi qu'il faut pouvoir se poser la question de l'efficacité de l'opération. On avait demandé... Ils étaient en intervention. Évidemment. Quand ils sur place au Mali, vous avez finalement des choses extrêmement contradictoires qu'il ne faut pas confondre. Vous avez des milices, de la délinquance, vous avez de la corruption, vous avez effectivement le terrorisme islamiste, mais il ne faut pas amalgamer tout ça, parce que finalement, si on ne nomme pas clairement la cible et si on ne voit pas précisément quels sont nos objectifs politiques et géostratégiques, on ne sait plus bien ce qu'on y fait, et la question de l'efficacité est de mise. Enfin, on a des nouvelles tragiques régulièrement qui nous viennent du Mali, on ne sait plus très bien finalement quel objectif précis nous poursuivons. Et je vous dis, les Maliens eux-mêmes mettent en cause l'efficacité de l'opération. Je pense que la solution au Mali... Vous allez quasiment jusqu'à un retrait des troupes françaises. La question mérite d'être posée. Vous savez, d'abord, il faut d'abord pouvoir l'évaluer. En février 2018, nous avions demandé avec la France Insoumise à l'Assemblée nationale qu'une commission d'enquête se tienne pour évaluer effectivement l'efficacité des opérations extérieures françaises, et notamment celle-ci. La question mérite d'être posée. Pour moi, au Mali... Vous avez vu quand même l'Irak et la Syrie, quand des troupes occidentales se retirent, ce qui se passe derrière. Vous avez vu ce qui s'est passé. Comment c'est sur ces terreaux que se nourrissent évidemment, mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas signé pour être dans une guerre d'occupation sur place. La question est bien celle donc de nos objectifs. Qu'avons-nous à atteindre comme objectif précis sur place? Pour moi, au Mali, la solution est politique, elle est démocratique. Or, souvent, le peuple malien est absent de l'essentiel des décisions qu'il faut prendre. Vous avez la corruption sur place, vous avez des services publics qui n'existent pas, ou quand ils existent, qui sont inaccessibles. Il y a un grave problème démocratique au Mali. Donc, je crois que la solution est d'abord politique et que c'est aux Maliens de définir eux-mêmes ce qu'ils veulent pour leur pays. Quels intérêts particuliers de la France avons-nous encore à défendre? En tout cas, ça demande d'être évalué précisément, sans faire de polémique, vous l'aurez compris. Mais c'est après 6 années d'évaluer l'efficacité de ce que nous faisons là-bas. Peut-être qu'il y aurait davantage, il n'y a pas eu en tout cas d'attentats venant du Mali en France. C'est peut-être une preuve de l'efficacité. Je ne suis pas sûr qu'on puisse uniquement juger de l'efficacité à cet effet. Il faut vraiment regarder, compte tenu de la situation dans le pays, compte tenu y compris la situation du peuple malien, en quoi les 6 années de présence française sur place 4500 soldats permettent d'améliorer les choses, et surtout, mais je pense que c'est le cœur de l'affaire, si on considère qu'une intervention est une décision politique, et que des femmes et des hommes s'engagent en obéissant à une trajectoire politique. Est-ce que vous pouvez me dire précisément, vous, quels sont les objectifs poursuivis par la France actuellement au Mali? Moi, je ne le peux pas. Et le débat... Adrien Quatennens, vous savez quel est le plan précisément? Vous savez quel est l'objectif? Vous savez combien de temps on va y rester? Quand vous allez dans un pays, le but, c'est pas de faire une guerre d'occupation et d'y rester ad vitam aeternam. Ça fait 6 années que nous y sommes. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut immédiatement retirer nos troupes, mais la question mérite d'être posée de savoir quand est-ce que nous pourrons nous retirer, et après avoir atteint quel objectif. Je pense qu'en matière de géostratégie, c'est une question tout ce qu'il y a de plus banal en réalité. Et là, vous attendez un débat à l'Assemblée nationale. Et si possible, comme je vous lis, nous avons demandé, et je renouvelle à votre micro cette demande, il nous faudrait une commission d'enquête parlementaire. Vous voyez qu'il n'y a rien de polémique là-dedans pour évaluer effectivement l'efficacité des opérations extérieures, les OPEX comme on dit, françaises.
La réforme des retraites, maintenant, venons-en avec la semaine prochaine, le mouvement du 5 décembre. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, là, cherche à gagner du temps, puisqu'il y aura une réponse d'Édouard Philippe, simplement, a-t-on appris hier soir, que dans quelques semaines? Le gouvernement cherche absolument à gagner du temps. Ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois maintenant qu'ils avancent sur la réforme des retraites, le gouvernement nous dit « rassurez-vous, rien n'est décidé ». Mais à ce train-là, on sera en train de voter la loi qui nous diront « rassurez-vous, rien n'est décidé ». Non, la vérité, c'est que le gouvernement noie le poisson sur son objectif réel. Ce qui me permet sur les retraites. Ce qui me permet de dire très tranquillement à votre micro que tout le monde a intérêt au succès de la mobilisation du 5 décembre et de ses suites. Parce que dans l'affaire des retraites telle qu'elle est préparée par le gouvernement, il n'y aura que des perdants. Je le redis à votre micro, il n'y aura que des perdants et tout le monde est concerné. Tout le monde, sans exception. On parle beaucoup des régimes spéciaux qui permettent au gouvernement finalement d'attiser les divisions, mais ces régimes spéciaux ne pèsent que 3%. 3 petits % de la population active. Les 97% autres dont on parle moins sont concernés et vont y perdre. Pourquoi ? Parce que la décision centrale du gouvernement, s'il fallait comprendre en 2 mots la réforme des retraites, c'est que jusqu'alors, à chaque fois que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on allouait plus de ressources au financement des retraites. Tout le monde le comprend. Et là, pour la première fois, Emmanuel Macron veut procéder à une rupture historique. Alors que les courbes démographiques montrent que cette part des seniors dans la population va continuer à augmenter, Emmanuel Macron lui dit « on va plafonner les ressources allouées aux retraites à 14% du PIB ». Donc il y a un décrochage de courbes. S'il fallait le schématiser pour être moins technique, en gros, on sait qu'on va être toujours plus nombreux à table, démographiquement, mais Emmanuel Macron dit « je refuse de cuisiner un plus gros gâteau ». Donc le système par points, en fait, ça n'est qu'un outil pour faire quoi ? Pour couper de plus petites parts du gâteau. Tout le monde va y perdre. Comparativement au système actuel, je vous le dis, il faudra soit travailler beaucoup plus longtemps, soit admettre que les pensions vont baisser. Et les seuls qui s'en réjouissent, vous l'avez vu, ce sont les assureurs et les banques, qui voient que si le système par répartition qu'Emmanuel Macron prétend défendre devient indigent, vont dire, eh bien très bien, les gens vont pouvoir quelque sorte... Il y a des avancées, par exemple, plus de retraite en dessous de 1 000 euros. Alors, on parle du minimum vieillesse qui serait revalorisé. C'est pas exactement pareil qu'une retraite à 1 000 euros. Moi, par exemple, j'ai une proposition à vous faire s'agissant du bon niveau de pension, c'est de dire que pour une carrière complète, aucune pension devrait être inférieure au SMIC. En fait, la vraie question qui nous est posée, s'agissant des retraites, c'est que voulons-nous pour nos vieux jours ? Quelle idée politique nous faisons-nous de ce que doit être la retraite ? Pour moi, contrairement à Emmanuel Macron, je ne crois pas que la retraite, ça soit un problème ou une équation à résoudre sur un comptable. Il faut qu'on finance tous un petit peu plus, alors. Alors, répondons à cette question. D'abord, quel objectif politique poursuivons-nous ? Emmanuel Macron, quand vous lui demandez, Monsieur Macron, que voulez-vous pour nos vieux jours, il vous répond faire des économies sur votre dos, en quelque sorte. Moi, si je me pose la question, je réponds, il faut qu'on puisse partir à un âge décent. Qu'est-ce qu'un âge décent ? C'est un âge qui fait que l'on n'est pas cassé par le travail ou malade. L'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, vous savez de combien elle est ? Elle est de 63 ans. Or, avec le système par points, ce qui nous est promis, c'est de travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Et j'attire votre attention sur le fait que déjà aujourd'hui, travailler plus ne fonctionne pas. Je vous demande d'entendre que dans ce pays, il y a 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'essentiel d'entre eux, ont leurs années de cotisation, qui ne peuvent pas partir en retraite. Un actif sur 2 qui n'est plus en emploi. Mais c'est vrai aussi, Adrien Quatennens, que c'est vrai aussi. Vous êtes né en 1990. En 1990, les gens ne vivaient pas aussi vieux et qu'aujourd'hui, beaucoup vont jusqu'à 90 ou 100 ans. Roger. Et donc, non, mais il faut financer. Alors, j'y viens. Mais songez à une chose. Quand on nous dit, mais oui, mais messieurs, dames, on vit plus longtemps. Il va donc falloir travailler plus longtemps. En réalité, on se pose travailler, mais c'est-à-dire que ça a un coût de vivre plus longtemps. Vous posez la bonne question. À la fois dans les hôpitaux. Vous posez la bonne question. Parce qu'effectivement, travailler plus longtemps, ça ne fonctionne déjà pas aujourd'hui. Je viens de vous en faire la démonstration. Et puis surtout, moi, je pose la question, finalement, effectivement, c'est à mesure que le temps de travail a diminué dans la vie que l'espérance de vie a aussi augmenté. Et on le comprend. Alors, vous avez raison, la question c'est comment on finance. D'abord, objectif politique, pour moi, la liberté de partir dès 60 ans et de faire en sorte que le niveau de vie en retraite soit maintenu. Comment on finance ? Je pose quelques pistes. Il y a des pistes à court terme. Par exemple, si on mettait fin à cette inégalité salariale persistante entre les femmes et les hommes de l'ordre de 20%, on imagine bien que pour les femmes, déjà, il y aurait des cotisations en plus pour financer les retraites. Quand nous on parle d'augmenter les salaires, par exemple, si on augmente rien que d'1% les salaires, ça fait 2,5 milliards de cotisations en plus. Quand on parle de planification écologique, de relance de l'activité, ça crée de l'emploi. 100 000 emplois créés, c'est à peu près 1,3 milliard de cotisations en plus. Maintenant, il y a aussi 2 autres objectifs sur le financement.
pourquoi ne pas mettre à contribution les revenus du capital ? Parce que la question des retraites, c'est aussi la question du partage de la valeur. Un salarié français en 1980 travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'est 45 jours par an aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur ? Et enfin, et je termine là-dessus, Patrick Roger, réhabiliter la cotisation pour ce qu'elle est. Quand Emmanuel Macron dit aux Français, en baissant vos cotisations, j'augmente votre pouvoir d'achat, je vous fais un cadeau, il ment. La cotisation, c'est une part de votre salaire qui est socialisée. Et si on vous baisse les cotisations, en fait, demain, eh bien, vous aurez moins de prise en charge sur la santé ou des retraites indigentes. Alors, voilà ce qui se prépare. Adrien Quatennens, vous avez prononcé le mot pouvoir d'achat. On a l'impression que ce qui est en train de se préparer là pour le 5 décembre, c'est que finalement la mobilisation, elle déborde de la réforme des retraites et elle est aussi sur le pouvoir d'achat. Certains veulent se mettre dans le mouvement. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'il y ait une confusion un petit Alors peu ? bon, incontestablement, dans le pays, il y a une colère sociale qui, vous avez raison, dépasse largement la question des retraites. On voit la précarité étudiante, on voit le fait qu'il y a de plus en plus de pauvres dans ce pays. Je vous demande quand même de noter qu'en 2 ans et demi d'Emmanuel Macron, c'est une extension de la pauvreté pendant que la richesse se concentre entre quelques mains. Moi, je pense néanmoins qu'il y a une erreur à pas commettre. On verra, et c'est au mouvement social d'évaluer finalement la portée de ces mots d'ordre. Mais moi, je crois que sur le terrain des retraites, le gouvernement est en difficulté. Et je pense que le gouvernement peut reculer. Parce que petit à petit, tout le monde comprend que ça va concerner tout le monde. Moi, ce que je dis, c'est rester sur un mot d'ordre, alors. Je pense qu'il faut effectivement avoir pour objectif de faire battre en retraite Emmanuel Macron sur cette réforme. Je le crois absolument. Et je crois surtout que ce qu'il va falloir faire, c'est que le gouvernement va jouer des divisions entre les Français. Il va jouer, vous savez, à chaque fois qu'il y a des grèves, entre ceux qui subissent la grève et ceux qui la font. D'abord, la grève, personne n'aime particulièrement ça. Ceux qui la font, c'est dur pour eux aussi. Ceux qui la subissent, on comprend pourquoi. Mais moi, je dis une chose. Le 5 décembre et après, grévistes et non grévistes ont un intérêt commun au succès de la mobilisation. Ceux qui vont se plaindre des grèves, ils doivent entendre, et on fera le boulot, que eux aussi, à titre même individuel, ont intérêt à cette réforme ne se fasse pas. Vous-même, tous ceux qui sont dans ce studio, tout le monde va être concerné et tout le monde va y perdre. Et Monsieur Delevoye, je me suis retrouvé en face de lui à plusieurs reprises, face à quelques arguments, ne peut pas faire la démonstration du contraire. Vous espérez un décembre 95 ? J'espère que le gouvernement... Vous n'avez pas connu, vous aviez 5 ans. J'avais 5 ans, j'ai suivi ça de très loin, effectivement. J'espère en tout cas que le gouvernement remballe sa réforme. Voilà ce que j'espère d'abord et avant tout. Le 5 décembre, c'est un rapport de force qui s'engage, parce que le gouvernement, effectivement... Et ça a commencé avec les agriculteurs, vous les soutenez là, ce matin ou pas ? Évidemment, parce que la situation des agriculteurs dans ce pays, elle est quand même tout à fait catastrophique. Il se suicide un agriculteur tous les 2 jours. Et un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, la politique d'Emmanuel Macron... Vous faites attention quand vous achetez vos tomates, vous, d'où elles viennent ? Le plus possible en tout cas, c'est clair. Le plus possible en tout cas. Mais parce que aussi, j'en ai la possibilité. Vous savez, il y a des gens qui sont dans un modèle qui fait qu'on cherche d'abord à consommer moins cher. Sauf que derrière le moins cher, il y a des producteurs aussi, à qui on fait des injonctions à produire moins cher. Je pense que ça n'est pas le bon modèle. Et que pour le coup, quand on parle d'augmentation des salaires, je vous demande de croire que les petits revenus à qui vous augmentez les salaires, ils vont pas aller faire boursicotage et compagnie. Ils vont mieux consommer. Derrière aussi ce mouvement. Écoutez, peu importe, en réalité, ce qu'il faut dire une chose, c'est que le modèle qu'Emmanuel Macron continue de développer, de ce libre-échange comme le traité CETA, qui déménage le monde et qui va mettre en difficulté nos agriculteurs, est un modèle obsolète. S'agissant de nos agriculteurs, il faut quelque part pouvoir les libérer des injonctions du marché. Il faut les libérer d'un modèle qui est imposé par la Commission européenne et par Bruxelles, notamment cette PAC, qui encourage un modèle agricole obsolète. Il faut passer d'une agriculture intensive en chimie, qui empoisonne la terre, les hommes et les agriculteurs au premier chef, et nous avons à une agriculture paysanne. Sans doute l'agriculture la plus raisonnable dans le monde. On peut faire beaucoup mieux. Et je vous demande de croire que les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés pour changer de modèle. L'agriculture paysanne, on saurait faire. L'agriculture relocalisée, on saurait faire. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Vous êtes un gros bavard. Vous dites que les réformes font le lit du Rassemblement national. Et quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez les réponses. Alors pourquoi cette France en colère ne va pas vers la France insoumise? Mais c'est un défi pour moi. C'est-à-dire que concrètement, je crois que je ne vois pas d'autre solution pour faire reculer le Front National que de convaincre une part de ses électeurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les fachos absolument convaincus par le projet ethniciste de Madame Le Pen. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Mais ils devraient déjà être chez vous. Oui, enfin, ça se décrète pas, vous savez. Je veux dire, si effectivement on nous permet de développer nos arguments comme vous l'avez fait ce matin, peut-être qu'on sera un peu mieux entendu. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Parmi ces électeurs de Madame Le Pen, il y a des gens qui pensent que le bulletin de vote Le Pen, c'est le bon pour mettre un coup de pied aux fesses à tout le monde. En fait, non. C'est un pétard mouillé. Et souvent, le coup de pied aux fesses, ils se mettent à eux-mêmes. Si on applique le programme de Madame Le Pen, est-ce que les gens qui votent pour elle
sont gagnants. En réalité, non. Alors c'est un travail de fourmi d'en faire la démonstration, mais moi je leur adresse un message. Faites le choix d'une colère propulsive qui emmène la France vers quelque chose d'enthousiasmant, pas cette colère rabougrie que vous propose le Front National. Très franchement, on peut faire beaucoup mieux pour le pays. Merci Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur Merci de de la m'avoir France invité. Insoumise, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et puis dans un instant, on reviendra sur ce record du monde de distance parcourue par un véhicule hydrogène avec Oui, c'est aussi l'avenir, Bertrand hein. Piccard. Restez avec nous, 7h58.